Oui, alors je rappelle juste qu'on a environ 20 à 30 minutes de conférence et ensuite 20 minutes de questions environ. L'idée, c'est qu'on ait terminé pour 18h15 parce qu'il y a des contraintes, certains intervenants ont des contraintes derrière. Et je laisse la parole à Hélène Mathian. Bonjour tout le monde, désolée pour ces voilà, ce petit retard lié à la technique. Alors moi, je suis très contente de présenter Anne-Sophie, que vous verrez dans 2 secondes, et Nolwenn qui est à côté de moi. Donc c'est Nolwenn qui va interroger, il va y avoir un dialogue entre Anne-Sophie et Nolwenn. Donc, moi, j'ai rencontré Anne-Sophie avant qu'elle ne s'en aille de ces murs, et à une occasion où je ne pensais vraiment pas, moi qui arrive du quantitatif, de la modélisation. Et un jour, j'ai entendu Anne-Sophie présenter son travail, et c'était, j'ai vu toutes les structures et tous les processus derrière. Et donc, elle présentait son travail. Je vais essayer de reprendre le fil de ce que je voulais dire sur la fabrique de la ville ordinaire. Et où, effectivement, moi qui viens des dynamiques spatiales, j'ai lu clairement à travers son récit tout ce que ces processus qu'elle étudie et qu'elle illustre. Donc, c'est une historienne de l'architecture, de l'urbanisme, des formes urbaines. Elle a été, c'est là qu'on s'est croisés, chercheur CNRS pas associée, elle était membre du laboratoire EVS et rattachée à la composante de l'École normale supérieure. J'ai aussi dans AEVS croisé Nolwenn pour des mêmes questions de dynamique spatiale et de structure urbaine qui ont nécessité effectivement des formalismes. Voilà, donc j'ai été ravie quand Anne-Sophie m'a dit « mais si Nolwenn me posait des questions ». Et donc Nolwenn, elle est... Je suis perdue. Doctorante en architecture, donc au laboratoire EVS. Et elle a d'abord travaillé dans une agence d'architecture et elle travaille sur une thèse qui s'appelle « Entre synchronie et asynchronie, temporalité des édifices publics ordinaires, le cas de Villeurbanne à la période contemporaine ». Voilà, donc je les laisse s'interroger et moi je passe pour regarder les questions sur le chat et je reviens pour les questions à la fin. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, du coup, on va enlever le masque pour le temps de la présentation. Donc oui, on a choisi un format dans lequel je pose des questions à Anne-Sophie pour que ce soit un petit peu plus dynamique, étant donné que les visios, c'est toujours, ça peut être un peu long. Alors, Anne-Sophie, donc on l'a vu, tu as eu une formation en histoire de l'art, et donc tu es chercheuse associée dans un laboratoire pluridisciplinaire, EVS. Et tu as travaillé sur la période contemporaine. Et l'ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui, c'est celui, tu l'as coécrit avec l'historienne médiéviste Hélène Noisé. Voilà, le voilà. Et donc, rien que le rappel de vos 2 parcours rend compte d'une dimension importante du projet, puisque l'enjeu, c'est de penser l'évolution des formes urbaines sur la très longue durée. Donc, à la fois, on voit qu'il y a une médiéviste et une contemporanéiste. Et en synthétisant les apports méthodologiques et conceptuels de plusieurs champs disciplinaires. Donc, pour mettre en évidence des phénomènes inaperçus jusqu'alors. Donc, quand on a préparé un peu l'entretien, voilà. Tu me parlais, par rapport aux phénomènes inaperçus, de la métaphore du projecteur, c'est-à-dire de mettre le projecteur sur des zones qui sont restées dans l'ombre grâce à la recherche. Donc, en cela, vous souhaitez toutes les 2 porter un regard neuf sur ce vaste champ disciplinaire qu'est la morphologie urbaine. Donc, d'où ma première question. Ce souci que vous avez d'appréhender l'urbanisation de façon générale, donc dans le temps, dans l'espace, explique-t-il la variété des apports scientifiques que vous citez dans le livre? Est-ce qu'on peut parler un peu en fait de ce vaste champ de recherche qu'est la morphologie et en quoi ça interroge la pluridisciplinarité? Oui, eh bien, c'est vrai que c'est une question assez complexe parce que le champ de la morphologie urbaine est un champ très vaste qui est cloisonné et qui est compliqué à comprendre. Il est même tellement compliqué à comprendre que récemment, j'ai été interrogée par
par un journaliste qui me disait oh, la morphologie urbaine, c'est une niche. Il me disait c'est vraiment quelque chose de pas très important. Vous avez un vocabulaire particulier pour ça. Voilà, on ne connaît pas tellement les travaux. Et là, je ne suis pas du tout d'accord évidemment avec cette position-là, puisqu'il me semble au contraire que la morphologie urbaine, elle est importante dans la mesure où finalement, plus de la moitié des gens dans le monde habitent une ville. Et puis, on habite tous quelque part, dans des rues, dans des maisons. Voilà. Que vous dire encore? Il y a deux raisons pour lesquelles cette discipline n'est pas tellement instituée. La première, c'est l'éclatement disciplinaire. Et la deuxième, c'est l'éclatement finalement dans les langues différentes et dans les pays différents. Ça, moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en essayant de faire l'historiographie un peu de ce champ pour ma thèse, justement. La difficulté à trouver des sources qui sont dans des langues différentes et à faire des liens aussi un peu conceptuels et aussi historiographiques entre les différents courants. J'ai apprécié de lire L'état de l'art qui est dans l'ouvrage, le premier chapitre sur l'historiographie, parce que ça donne vraiment une synthèse de ces différents courants et ça permet, c'est un chapitre qui permet de les articuler entre eux. Donc il y a quand même, vous brossez un peu le tableau de différentes disciplines parce qu'il y a les apports de la géographie, donc je fais juste un petit panorama. La géographie, l'histoire urbaine, l'histoire de l'art, l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture et l'archéologie et en plus certaines démarches architecturales qui sont ancrées dans la morphologie. Donc on voit que c'est vraiment très varié. Et notamment, vous mettez en évidence certains travaux qui sont, vous avez appelé dissidents ou un peu à la marge des disciplines, qui permettent justement, qui se donnent l'autorisation de franchir les barrières disciplinaires pour faire émerger des nouveaux concepts. Donc, Kanzen, par exemple, le britannique, Olivier Zuns, Françoise Boudon, Bernard Rouleau, Marcel Rancaillot. C'est des exemples que vous citez. Donc, tu me disais que Kanzen, en fait, c'est un bon exemple d'un auteur qui a qui est très connu dans le monde anglo-saxon et beaucoup moins en France, et qui illustre assez bien, finalement, à quel point, et qui est connu dans le monde de la géographie, donc qui illustre à quel point, finalement, cette historiographie est cloisonnée, ce qui rend le champ complexe. Kanzen, au départ, il est allemand, et il fuit le nazisme au moment de la guerre, et il va s'installer à Londres, il va s'installer en Angleterre. Et là, il va créer carrément une école très importante dans ces thématiques-là, mais il n'est pratiquement pas traduit en français. Et du coup, c'est vrai que c'est tout un pan de ce domaine-là qui échappe finalement à l'historiographie française. En Italie, c'est un petit peu pareil. Enfin, il y a eu plus de liens, je pense, entre les Français et les Italiens, mais c'est pareil, peu de traduction, donc difficulté à connaître les travaux qui se font ailleurs. Oui, pour les Italiens, on les connaît plus de façon indirecte à travers ce que les Français en disent. C'est ça, c'est un filtre, oui. Ouais. Donc, on a vu l'aspect vraiment pluridisciplinaire. Du coup, il y a un enjeu derrière qui serait d'essayer d'avoir une approche peut-être plus transdisciplinaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réussir à traverser toutes ces frontières pour avoir une pensée. Donc, c'est un peu ce que vous essayez de faire parce que vous allez chercher à la fois du vocabulaire et des concepts dans différents courants et à la fois vous les articulez à votre manière. Et puis, il y a un autre enjeu qui est assez fort dans votre ouvrage qui est celui de la longue durée. Puisque vous avez des exemples proto-historiques et des exemples contemporains avec beaucoup de jalons entre ces deux bornes. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que ça apporte de faire une analyse sur la longue durée pour l'analyse des tissus urbains Alors, la longue durée, c'est d'abord difficile à faire. Il faut être un petit peu casse-cou pour essayer de faire ça parce que justement, on est forcément confronté à des spécialistes qui, eux, connaissent les choses différemment. Mais c'est indispensable de travailler sur la longue durée. La longue durée, ça permet de mettre en évidence ce qui est de l'ordre des fondamentaux et ce qui est au contraire de l'ordre des thématiques liées à une durée, justement, à une période particulière. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler et à faire sortir des éléments qui jusqu'à maintenant étaient peu visibles, pas visibles ou peu visibles. Oui, donc tu m'avais donné deux exemples un peu différents, c'est-à-dire finalement on arrive à la fois à mettre en évidence le fait qu'il y ait des choses qu'on croyait plus générales qui sont en fait spécifiques à une période.
et aussi le fait qu'il y a des choses qu'on croyait spécifiques à une période et qui sont en fait de portée plus générale dans l'histoire du. C'est tout à fait ça. Je vais prendre juste deux exemples. Le premier exemple, c'est la tabula rasa, la table rase. La table rase, quand on est contemporanéiste comme moi, donc on travaille depuis la Révolution française jusqu'à maintenant, ça fait quand même pas mal de temps, mais c'est pas beaucoup à l'échelle de l'histoire. Eh bien, la table rase, c'est un outil qui est utilisé par les urbanistes, et c'est un outil qui est reconnu, qui est connu, qui est lié en fait au mouvement moderne. Et on pourrait penser que cet élément de table rase est quelque chose qui est générique, enfin qui fait partie de la fabrique urbaine. Or, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que c'est justement lié, au mouvement moderne et que c'est spécifique de cette période-là. Et l'autre chose, c'est l'inverse. C'est par exemple, si on prend la grille, vous en avez une sous les yeux actuellement. Il ne la voit pas encore, mais vous la voyez pas. Je partage. Alors, vous allez la voir, c'est une très très belle photo de Barcelone avec cette fameuse grille qui a été faite au milieu du 19e siècle par Cerda. La grille, on aurait pu penser que dans la mesure où c'est quelque chose qui est issu d'une planification volontaire, que c'est un outil relativement récent. Or, si on prend du recul et si on le compare avec d'autres éléments et d'autres périodes, on se rend compte que la grille, c'est vraiment un élément qui parcourt toute l'histoire des villes et qu'on le trouve à des périodes très très anciennes, comme ici par exemple, en Sicile, je crois. Et c'est au 8e et 7e avant Jésus-Christ. Donc le site de Megara Iblaesa, pardon pour la prononciation. Là, on est dans autre chose. Pardon. Je vais demander à arrêter. On a un petit problème technique, on a du mal à switcher. Oui. Ouais. Annuler. Ça y est. Je pense que vous nous revoyez là. Est-ce que quelqu'un d'IMU peut nous confirmer? Oui, c'est bon, vous revoit pas. Désolée, c'est long le switch, donc on va essayer de ne pas le faire trop souvent. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y avait effectivement deux exemples qui ne sont pas du tout contemporains. Et on a donc, il y avait le site de Megara Iblaena qu'on a vu. Vous citez aussi les villes neuves créées du XIIe au XIVe, qui exploitent des potentialités géométriques qui viennent de l'Antiquité romaine. Et en fait, ce que vous avez repéré, il y a aussi les Bastides d'Aquitaine, et évidemment la rive gauche du Rhône. Donc, ce que vous avez repéré, Hélène et toi, c'est que finalement, la grille, on peut imaginer, donc c'est un deuxième apport sur le temps long, sur la question du temps long, on peut imaginer qu'elle est juste créée à un moment donné, mais en réalité, en fait, elle se construit dans le temps long. Oui, ça, c'est aussi l'exemple de Lyon qui nous a beaucoup aidé, c'est que la grille, en fait, elle est à un moment instituée par un groupe d'acteurs, donc on peut parler d'une planification, mais cette planification, elle va ensuite être réactivée par d'autres groupes d'acteurs à d'autres moments donnés, à d'autres moments historiques, et à des moments qui font que les acteurs entre eux ne se connaissent pas. Ça peut être 50 ans plus tard, ça peut être 100 ans plus tard. Et ça, c'est un des éléments qu'on essaye de mettre en lumière dans notre ouvrage, c'est ce temps long avec des réactivations perpétuelles de formes, et pas uniquement de formes, mais qui sont liées effectivement à des fonctions et à des nécessités sociales. C'est ça. Et en fait, donc j'ai repris une petite citation. Vous dites « Il faut vraiment prendre acte du fait que les régularités planimétriques, observables à un instant T sur un plan, peuvent se construire sur le temps long et résulter des processus diachroniques que l'on peut rapporter à une période précise. » Donc, en fait, ce qu'on pense, enfin, il y a eu une période où on pensait que quand on trouvait une régularité planimétrique, donc typiquement une grille, ça signait en fait un projet à un instant particulier. C'est ça. Et ce qui a été démontré depuis, notamment par l'archéogéographie, et qui a été repris dans vos travaux, vous avez montré que ça existait à différentes périodes, c'est que finalement, c'est pas parce qu'on a quelque chose de régulier que ça veut dire que ça a été fait sur 10 ou 20 ans, au même moment. Ça peut s'écouler sur une très longue durée. Alors, il y a une autre question, parce que là, on a abordé le temps long. Il y a aussi la question en fait, de l'espace
comme je le disais au départ, c'est-à-dire finalement ce qui vous intéresse, c'est d'aborder les phénomènes urbains dans leur ensemble, sans vous restreindre à des opérations spécifiques. Donc on connaît souvent en histoire de l'architecture et de l'urbanisme plutôt des histoires des grandes opérations urbaines, des architectures remarquables, des grands modèles. Et donc vous vous intéressez un peu au hors-champ de ça, même si vous prenez en compte aussi ces éléments-là. Qu'est-ce que cette prise en compte plus exhaustive de l'espace urbain vous apporte et apporte à la connaissance? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour mieux comprendre ce qui n'appartient pas à la planification, justement, ce que tu viens d'expliquer là, il a fallu passer par autre chose. Il a fallu passer par un travail sur la ville ordinaire. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait au moment de ma thèse. Et il y avait cette nécessité d'identifier cet objet-là pour mieux le comprendre et mieux le cerner. Et pendant que je faisais ma thèse sur la ville ordinaire, Hélène Noiset, elle faisait sa thèse sur plus ou moins la même question, mais où elle posait cette question différemment. Elle posait cette question en se disant et si finalement, chaque fois qu'on a un mode de vie, chaque fois qu'on a des acteurs sociaux, est-ce qu'il n'y aurait pas un impact sur l'espace, quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure? Et ça, elle l'a démontré dans sa thèse en comparant deux modes de vie différents qui chacun entraînait une densité différente. Donc, quand on s'est rencontrés, on a eu envie effectivement de mélanger ces deux questionnements-là et d'aller plus loin et de prendre en compte l'ensemble de l'urbanité, l'ensemble des éléments urbains, et non pas seulement la ville ordinaire ou pas seulement, évidemment, les projets. Et du coup, il y a aussi un deuxième aspect, c'est que vous avez même passé le cap au-delà de la ville, c'est-à-dire que vous avez commencé à vous interroger sur l'urbain de façon plus générale, puisque à partir du moment où on s'intéresse aussi à la longue durée, on se rend compte qu'il y a de l'urbain, alors ça c'est un des apports d'Hélène Noiset, au médiéval, quelque chose qui peut ressembler, qui est plus proche dans l'analyse de quelque chose d'urbain, de ce qu'on qualifierait d'urbain aujourd'hui, que de ville. Et aujourd'hui, on sait qu'on a quelques problématiques sur la dissolution des formes urbaines et le règne de l'urbain. Donc du coup, comment vous avez fait ce saut c'est très simple, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de qu'est-ce que la ville, qu'est-ce qu'une ville, et on s'est rendu compte qu'en répondant au mot ville et en essayant de définir le mot ville, on laissait de côté plein d'éléments qui pour nous semblaient urbains, et le plus important c'est l'étalement urbain. L'étalement urbain, quand on travaille sur le XXe et le XXIe siècle, on est confronté à ça tout le temps, et on s'est dit on ne peut pas laisser de côté l'étalement urbain. Donc pour intégrer l'étalement urbain alors que ça n'est pas de la ville, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a trouvé justement la réponse là-dedans en mettant cette notion de urbain à côté de cette notion de ville, qui est en fait un élargissement de la notion. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a pris justement cette notion au sens large, la notion d'urbain, qui intègre l'étalement urbain, on s'est rendu compte que dans des périodes anciennes, au Moyen-Âge par exemple, on avait des solutions urbaines qui ressemblaient à l'étalement urbain. Alors, on n'appelle pas ça l'étalement urbain, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Et donc, justement, là, on a fait tout un comparatif. Oui, en fait, vous parlez de l'aspect très réticulaire par opposition à l'aspect continu de la ville. C'est ça. En disant cependant, parce que c'est un peu une de vos spécialités, c'est qu'à chaque fois que vous repérez, vous dissociez deux concepts comme réticulaire et continu, souvent vous démontrez derrière qu'en fait ils sont enchevêtrés, mais que c'est plutôt pour une clarté théorique que comme des catégories fermées. Oui, parce que ce qui nous intéresse, c'est les liens. C'est voilà. de repérer les liens entre les choses. Et donc, en parlant des liens, vous faites aussi des liens entre les échelles. Oui. Donc, vous intéressez à la fois à l'échelle de l'agglomération urbaine, le quartier, jusqu'au bâtiment. Donc là aussi, innovation méthodologique, même si ça a déjà existé, vous en emparez d'une certaine manière. Donc, comment on en est venu là et pourquoi Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette question d'échelle, elle est très liée justement au cloisonnement des disciplines. On s'est rendu compte que, par exemple, les géographes sont des gens qui travaillent beaucoup sur la ville en totalité, alors que les architectes travaillent plutôt sur les bâtiments. Et donc, on a là une des raisons de ce cloisonnement. Il y en a beaucoup de raisons pour ce cloisonnement, mais là, c'en est une justement, de travailler sur des échelles différentes et de ne jamais faire le lien entre les deux. Donc nous, on s'est dit, on va travailler sur toutes les échelles en même temps et on va essayer de
de comprendre les liens. Et en faisant ça, on s'est aperçu que finalement, les travaux qui nous apportaient le plus, c'était les travaux qui travaillaient à l'échelle du quartier. Parce que l'échelle du quartier, c'est déjà un morceau de ville et c'est plusieurs bâtiments. Et c'est ce qui vous a permis du coup de travailler aussi sur vraiment la notion de système entre les trois composants fondamentaux de la morphologie urbaine, que sont la voirie, le parcellaire et le bâti. Et à l'échelle d'un quartier, on peut encore appréhender ça, on va dire, relativement facilement, plutôt qu'à l'échelle urbaine complète. Oui, ça c'est un peu un parti qu'on a pris de toujours éviter de séparer les choses, séparer les notions, séparer les échelles, séparer les choses, et au contraire de les travailler ensemble. Alors les trois composants de la ville, bon, ça c'est connu depuis longtemps, hein, les voies, le parcellaire et le bâti, en général dans les livres, ils sont traités les uns après les autres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc on ne risque pas de voir les liens qu'il y a entre eux. Donc nous, on a essayé de faire autrement et on a essayé au contraire de comprendre quels étaient les liens de ces trois éléments et comment ils fonctionnaient les uns par rapport aux autres. Et là, on a découvert des choses qui sont tout à fait passionnantes. C'est cette notion de asynchronie, c'est-à-dire qu'on a trois éléments qui n'ont pas la même histoire dans le temps et qui pourtant s'influencent mutuellement. Donc, par exemple, cette notion-là, bon, moi, elle m'a beaucoup intéressée. Oui, parce que tu l'as mise dans le titre de ta thèse. Parce qu'en fait, au début, ma thèse, il y avait un des titres possibles, parce qu'il y a toujours plein de titres possibles dans la thèse, c'était synchronisation, désynchronisation. C'était un des premiers. Donc, c'était moins rigoureux sur le plan conceptuel, évidemment. Mais effectivement, il y a cette dimension où on a tendance à s'intéresser beaucoup à ce qui est synchrone, qui se joue souvent à travers c'est plus facile à voir, ce qui se joue notamment à travers le projet ou à travers des planifications bien identifiées. Et c'est vrai que moi aussi j'ai remarqué sur un autre cas qu'il y avait vraiment des problèmes en fait de ce que j'avais appelé à l'époque des synchronisations, c'est-à-dire que finalement, il y avait beaucoup de petites actions qui étaient opérées sur certains bâtiments, et qui les modifiaient en fait. Et donc, par rapport à ça, vous proposez aussi une notion qui est intéressante parce que ça permet d'expliquer d'une certaine manière aussi ces différences de temporalité entre les différents éléments du bâti et de l'urbain. C'est le fait qu'il y a une relation entre le fonctionnement social et le fonctionnement, et l'espace urbain qui est aussi là imbriqué. C'est-à-dire que vous parlez d'une relation dialectique. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est pareil, c'est des choses qui se savent, mais qui ne sont pas mises en lumière suffisamment, nous semble-t-il. C'est que, en fait, toute action des acteurs a une influence sur l'espace urbain. Quand je dis toute action, c'est le fait de décider, par exemple, d'abandonner une maison ou de la réparer, le fait de décider d'aller travailler à l'extérieur en voiture et de venir dans le centre-ville, d'utiliser un vélo ou d'utiliser un train ou d'utiliser un avion. Toutes ces décisions qui apparemment semblent des décisions de la sphère privée ont en fait des impacts sur l'espace urbain. Alors ça, c'est dans un sens, mais quand on dit dialectique, c'est aussi dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, alors là, c'est encore plus difficile à entendre par certains chercheurs, c'est que l'espace fonctionne lui aussi comme un acteur important de la fabrique urbaine. C'est-à-dire que l'espace, ce que nous on appelle l'espace déjà là, va influencer les acteurs. Je prends un exemple très simple, et quand il y a un pont, quand il y a une grille, quand il y a n'importe quel élément de la forme urbaine qui existe déjà, les acteurs qui arrivent font avec. Alors, ils font parfois contre, ils démolissent, mais souvent ils font avec et ils continuent. Donc voilà, on est acteur des deux côtés. Et puis c'est vrai que c'est un coup de faire contre. Et c'est un coup de faire contre. Et c'est pas toujours possible. Pour revenir à la notion de asynchronie, c'est pas toujours possible parce qu'il faut, par exemple, maîtriser le foncier. Donc si on prend un exemple, il y a un exemple qui m'est venu tout à l'heure, que je pense que pas mal de gens connaissent. Quand on fait une ZAC, en fait, on a ce problème, c'est-à-dire qu'on fait une zone d'aménagement concerté, donc on est censé faire un projet qui a son homogénéité, etc. Mais en réalité, avant ça, il faut acquérir le foncier, ce qui peut mettre parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, des années. Donc on voit en fait là justement le caractère asynchrone, c'est-à-dire que les terrains se libèrent au fil du temps
Et puis, pendant ce temps-là, on va avoir besoin d'une voirie. Et puis, dans certains cas, il y aura un bâtiment, etc. Donc, en réalité, ce que vous mettez en évidence, c'est le fait que, comme tout ne bouge pas à la même vitesse ou en même temps, on est toujours contraint par ce qui se passe autour. Sauf justement à se donner les moyens d'avoir une sorte de cohérence d'ensemble, mais on ne peut pas faire l'ensemble de l'espace urbain de cette façon-là, en fait. Non. C'est pas réaliste. C'était pas souhaitable, d'ailleurs. Oui. Oui, c'était pas souhaitable. Oui, en fait, ce qui est difficile dans les projets, c'est qu'il faut qu'il y ait un accord avec tous les acteurs en même temps. Et ça, c'est très rare. On l'a beaucoup pratiqué au XXe, au XXIe siècle, justement, avec la tabula rasa. Mais dans l'histoire de la fabrique urbaine, c'est toujours difficile à obtenir. C'est pour ça que ça se fait peu, finalement. J'ai en tête aussi une phrase de Edgar Pisani, qui avait été un des hommes politiques qui a été à l'initiative finalement de la période des grands ensembles, où il avait dit il faut arrêter l'urbanisme de grignotage, il faut construire dans les champs. Et cette idée d'urbanisme de grignotage, ça revient à ça, c'est-à-dire on est contraint par ce qui est. Donc il avait dit on va construire dans les champs les grands ensembles. Ce qu'il appelle l'urbanisme de grignotage, c'est ce que nous on appelle ville ordinaire. Ou, voilà, c'est ça. Oui. Lui, il y avait une connotation péjorative évidemment vu l'époque, mais voilà. Donc, sinon, on pensait peut-être aussi aborder un peu l'exemple des lotissements, parce que vous considérez que c'est un des moteurs fondamentaux de la fabrique urbaine, et depuis très longtemps. Oui, alors on s'est rendu compte effectivement que le lotissement est un des fondamentaux de la fabrique urbaine, et ce n'était pas gagné de le voir immédiatement. Parce que le mot lotissement, quand il est utilisé la plupart du temps, il désigne un petit quartier homogène qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale et qui est pensé de A jusqu'à Z, jusqu'aux portes, jusqu'aux fenêtres. Mais après, on a commencé à réfléchir à cette notion de lotissement, et il y a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans cette réflexion et que je voudrais citer maintenant parce qu'il vient de nous quitter, c'est Pierre Pinon. Pierre Pinon, qui est un historien de l'architecture et des formes urbaines, spécialiste de Paris, et qui était à la soutenance de ma thèse. Et à la fin de la soutenance, il a dit cette chose qui m'a beaucoup frappée. Il m'a dit, finalement, la rive gauche du Rhône, c'est un lotissement. Et pour moi, ce n'était pas du tout un lotissement, puisque justement, cette rive gauche avait été reconstruite pendant X années et X dizaines d'années, et qu'elle n'avait pas été conçue dès le départ pour être aussi grande. Et ça a fait son chemin. Et à un moment, je me suis demandé si la définition du mot lotissement ne devait pas être modifiée. Et j'ai essayé de comprendre comment ça se traduisait. Je me suis rendu compte qu'on avait en fait tout un éventail des lotissements qui allait du lotissement le plus strict, ce qu'on a appelé le lotissement à maxima, qui est le lotissement que je viens de décrire, le lotissement d'après-guerre, etc., mais qui pouvait aussi aller du côté du minimum à minima. Ça peut être un lotissement uniquement de dessin des voies et ensuite le parcellaire ou le bâti évoluant à leur propre rythme. Donc à partir de là, on a fait une typologie du lotissement, et avec cette typologie du lotissement, on a cherché dans les périodes anciennes si on avait des exemples, et on en a pléthore. Donc effectivement, le lotissement dans cette acception très large est effectivement un outil indispensable et fondamental de la fabrique urbaine. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est je réessaye le partage d'écran pour vous montrer l'exemple d'un lotissement très ancien. On va compliqué, je pense. Alors. Voilà, ça, c'est toutes les images que vous n'avez pas vues. On peut peut-être en profiter pour montrer quelques images, non? Oui, on peut en profiter. Alors, on va juste descendre. Voilà. Alors ça, c'est la gare de Sète. Et je vous avais sélectionné cette image parce qu'elle illustre bien, je trouve, un des concepts de Konzen qui explique que la ville s'étend avec des zones qui sont des zones lâches et qui ensuite sont des zones de très grande densité. Et ça, c'est l'exemple d'une des zones lâches. Bon, là, vous reconnaissez peut-être Barcelone avec cette magnifique photo de la grille, et là, une grille justement beaucoup plus ancienne, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors là, c'est un exemple
de parcellaires très étroits et très longs, ce qu'on appelle l'aniéré au Moyen-Âge, mais qui peut s'opposer à un parcellaire, donc on va voir après, beaucoup plus lâche, qui correspond en fait à des occupations sociales différentes. C'est tout le travail d'Hélène Noiset. Là, on est dans la grille de Lyon, et dans cette grille de Lyon, on se rend compte qu'à un moment, on a supprimé des voies pour faire, alors à gauche, c'est la préfecture du Rhône, et à droite, c'est le palais de justice 50 ans plus tard, je pense, ou 100 ans plus tard. Et voilà comment ça illustre bien justement ce qu'on vous disait tout à l'heure sur le fait que la grille, elle évolue, mais la grille des réseaux viaires n'évolue pas à la même vitesse que celle du parcellaire et qui n'évolue pas à la même vitesse que celle du bâti. Là, en l'occurrence, c'est le bâti qui a initié la suppression des voies. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, que j'ai prise à Tarragone, dans le nord de l'Espagne. Et c'est une photo qui montre bien que finalement, les formes urbaines, ce sont des cristallisations de l'histoire. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Et parce qu'en fait, si vous voyez tout en bas de l'image, il y a en fait des restes gallo-romains, enfin romains en tout cas. Et puis au-dessus, on a construit des périodes très différentes. Et vous avez aussi ce profil de grands bâtiments aveugles qui montre bien ce que c'est qu'une réglementation du bâti. Ça, c'est Gdansk dans les années 1981, où on voit bien aussi les deux éléments qui sont constitutifs. À gauche, le parcellaire laniéré dont je vous parlais tout à l'heure, et à droite, des usines qui sont sur un parcellaire beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Bon, ça, c'est un cadeau pour Nolwenn. C'est Villeurbanne, qui est donc la zone sur laquelle elle travaille pour sa thèse. Et là, on voit bien aussi, on imagine en tout cas bien le lien entre le social et les projets de chacun des acteurs, et ce que ça peut donner une fois que c'est fait, une fois que c'est construit, puisque là, on a des usines, on a des bâtiments d'habitation, on a un petit peu de tout finalement. Donc là, on n'est pas du tout dans la ville planifiée. Non. Donc ça, c'est l'extension de la grille dont on vous a parlé, avec les trois périodes. La zone la plus ancienne en rouge, et puis au fur et à mesure, elle s'étend. En orange, un petit peu moins ancien, et en jaune, encore moins ancien. C'est pour illustrer justement cette thématique de la réactualisation d'une forme urbaine. Là, on part d'une grille, donc la grille de Morand, pour ceux qui connaissent Lyon. Et puis, cette grille, elle va être étendue, réactualisée par des acteurs qui n'ont aucun lien avec les acteurs de la première période, qui ne les connaissent pas, qui ne connaissent pas le projet, mais qui sont là devant ce qu'on a appelé, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'espace déjà là, et qui vont le prolonger. Donc, les différentes typologies de lotissement dont tu parlais, on n'a peut-être pas le temps de... Je ne pense pas qu'on ait beaucoup le temps. Non. Ce qu'il faut juste retenir dans cette typologie, c'est que... le type 1, c'est le type du lotissement Vière à minima, où on a juste le dessin des voies et rien d'autre. Ensuite, à l'intérieur de ce premier dessin, eh bien, le parcellaire et le bâti va vivre sa vie au fur et à mesure. Après, on a des tas d'éléments qui s'ajoutent, le Vière et les lots, les grands lots, le Vière avec des contraintes parcellaires, le lotissement Vière avec le parcellaire en entier, le lotissement Vière avec le parcellaire et des contraintes pour le bâti. Et enfin, le type 6 qu'on a appelé A maxima, c'est le lotissement Vière avec des contraintes complètes pour le parcellaire et pour le bâti. Et là, on a des images à vous montrer. Ça, c'est un peu surprenant parce que justement, ça montre bien que on a ce système qui perdure pendant toutes les périodes, puisque là, on est à Tours au XVIe siècle, je crois. Et là, on est au contraire, on est dans la deuxième moitié du XXe siècle et on est à Villars-lès-Nancy, le lotissement Clerlieu, qui est un des plus grands lotissements européens à l'époque. Nous allons essayer de revenir avec vous. Avec vous. Ça y est. Eh bien, on a fait déjà un bon tour.
Enfin, alors donc j'ai déjà souligné l'état de l'art ou l'historiographie que vous avez faite qui pouvait être très pratique pour un lecteur qui aurait besoin de lire le livre de façon sélective et sans forcément tout lire, donc pour les enseignants par exemple. Il y a aussi un glossaire qui est très intéressant parce que là on a quand même utilisé un vocabulaire assez spécifique, un glossaire où vous empruntez des termes justement aux différentes disciplines qu'on a citées et vous en inventez aussi vos propres termes avec des définitions. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour quelqu'un qui ne peut pas forcément tout lire? Alors, pour quelqu'un qui a envie d'aller vite, ce qui se comprendrait très, très bien, moi, ce que je conseillerais, c'est d'abord de regarder les illustrations. Les illustrations, il y a deux types d'illustrations. Il y a une cartographie qui a été coordonnée par Hélène Noiset, qui est vraiment très, très intéressante, très puissante et très, très pédagogique. C'est vraiment une belle cartographie qu'on a repris d'ailleurs pour la couverture. Et puis, il y a une approche, je dirais, plus sensible de l'urbain avec des photos que j'ai faites et qui montrent, comme on l'a vu tout à l'heure, des éléments urbains et qui illustrent pas mal des notions dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je regarderai les illustrations, ça c'est très rapide, 10 minutes. Après, j'irai chercher le glossaire. Et dans le glossaire, il y a effectivement toutes les notions que nous avons mises en place, mais aussi, comme tu l'as dit, toutes les notions qui sont reprises d'autres auteurs. Ça évite de lire les autres auteurs, peut-être. En tout cas, ceux qui ne sont pas traduits, par exemple. Voilà, ça clarifie les choses. Et ensuite, je conseillerais d'aller voir la bibliographie. C'est une bibliographie hiérarchisée. Alors, il y a des livres qui ont une croix, d'autres deux croix, d'autres trois croix. Alors, je vous rassure, ce n'est pas du tout un jugement par rapport à nos collègues. C'est simplement ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y a des ouvrages qui sont vraiment indispensables pour comprendre la morphologie urbaine. Il y en a d'autres qui sont plutôt sur le contexte et il y en a un troisième type qui est au contraire vraiment, ce sont des livres qui sont importants mais qui ne sont pas liés directement à la morphologie urbaine. Donc là, c'est possible aussi d'avoir des éléments assez rapidement. Ça, c'est la première chose. Sinon, en second, on peut aussi faire une lecture thématique, soit par chapitre, soit par thème. Il y a aussi des index par nom de rue, il y a des index par nom de personne, il y a des index par... Et alors, pour les feignants, en fait, dans la conclusion, il y a toute la synthèse du livre qui a été bien faite. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait vraiment la synthèse de chapitres, oui. à la fois tous les chapitres et tous les concepts, mais évoqués de façon très synthétique, ce qui fait qu'ensuite, on peut aussi aller chercher, si on le souhaite, un approfondissement sur tel ou tel aspect dans un des chapitres. Voilà. Et on pensait aussi, du coup, vous parler un petit peu des enjeux contemporains, parce qu'on pourrait se dire que la morphologie urbaine, donc là, on est dans une vision historique vers le passé, n'aurait pas forcément, a priori, comme ça, d'intérêt pour le futur. Et pourtant, on est quand même dans une société de plus en plus urbaine, on est face à une crise environnementale, et on l'a vu, ce dont on hérite a une influence pour le futur, puisque c'est ce que je voulais montrer. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu envisages la façon dont on peut réutiliser les héritages dans ce contexte-là? Oui, bien sûr. Je pense que, tu as dit que c'est un travail sur le passé. Pas pour moi, c'est pas un travail sur le passé, puisqu'en fait, pour moi, le passé, c'est quelque chose qui est dynamique et qui traverse le présent et qui amène le futur. Donc, on a bien montré justement ces processus sur le long terme. Donc, tout ce qu'on montre, ça continuera à exister et à se faire de cette manière-là. En fait, nous, ce qu'on fait, on crée de la connaissance justement sur ce domaine-là. Oui, alors bon, c'est un peu difficile. On a fait une conclusion effectivement pour essayer d'ouvrir et de voir comment ce livre pouvait être utilisé. Il y a des notions très simples, mais par exemple la notion de patrimoine. La notion de patrimoine architectural est une notion qui est vraiment importante parce que il nous semble que plutôt que d'aménager, il faudrait peut-être mieux essayer de ménager justement et d'utiliser tous ces processus dont on a parlé, qui sont des processus de long terme de réutilisation. En fait, les sociétés se réapproprient les éléments qui existent déjà quand elles en ont besoin. Mais il y a des sociétés qui ont plus tendance à détruire que d'autres. Et je pense vraiment que la deuxième moitié du XXe siècle a été une période où on a beaucoup détruit. Et peut-être qu'il est temps de tout simplement fonctionner différemment. Il y a une petite citation que j'ai
trouvé sur ce thème-là aussi. Nous avons montré que la capacité des formes urbaines et architecturales à durer dans le temps reposait parfois sur leur utilisation à d'autres fins que celles initialement conçues. Oui, bien sûr. Donc ça, ce serait une forme de possibilité aussi pour le futur. Ah, mais bien sûr, c'est-à-dire que quand faut faire attention quand on utilise le mot patrimoine, parce que le mot patrimoine peut être un peu figé. Peut être un petit peu figé et peut faire référence au fait de ne pas toucher, de remettre à l'identique, etc. Mais pour moi, c'est pas du tout le sens de patrimoine. Pour moi, patrimoine, c'est un patrimoine vivant, c'est un patrimoine évolutif, et c'est un patrimoine qui justement peut être réapproprié par de nouveaux acteurs avec de nouvelles demandes, avec de nouveaux besoins. Et ce que vous avez montré justement, c'est que c'est la condition pour que justement ce patrimoine subsiste, c'est-à-dire que finalement c'est parce qu'il est réapproprié qu'il est transmis. Absolument. S'il n'est pas réapproprié, il devient un musée. Alors, on peut pas faire. C'est bien les musées, mais on peut pas passer. On peut pas avoir tout le temps des musées partout, quoi. On n'aura pas l'argent. Voilà. D'abord, on n'aura pas l'argent, et puis c'est un peu mortifère d'une certaine manière, je trouve. Non, je pense au contraire que c'est un patrimoine vivant, qui bouge. Et puis c'est ce qui permet aussi d'avoir de la diversité. Tu parlais un peu de la menace qu'il doit y avoir de quelque chose de très uniforme au niveau urbain. Voilà, il me semble important de lutter contre l'uniformisation du monde. Cette uniformisation du monde, c'est ça justement, c'est ne plus avoir de variété parce qu'on a tellement détruit, on a tellement utilisé la tabula rasa et on a donc tellement construit au même moment les mêmes choses qu'on est dans un, dans un élément formel qui est toujours le même et qui est extrêmement morose et triste finalement. Donc oui, lutter contre l'uniformisation du monde, je pense que c'est un vrai projet. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter, on peut demander effectivement s'il y a des questions. Il y a des questions. Allons-y. Tu restes avec nous. Je reviens du coup. Eh bien, il y a des questions de Jean-Yves. Et peut-être que tu peux les poser directement. Elle les connaît normalement par cœur, mes questions. Maintenant, je ne les connais pas par cœur. Tu peux toujours me surprendre encore, Jean-Yves. Alors, je te laisse la poser, Jean-Yves. T'écoute. Non, en fait, je m'inquiétais quand tu parlais de morphologie, de morphologie urbaine, du rapport à la typomorphologie, tu sais, des gens comme Aldo Rossi, Aimo Nimo, je crois, voilà, de Villers. Et mon cher directeur de thèse, Henri Raymond, Bernard Huette, etc. Et voilà, donc je voulais savoir si dans ton ouvrage, c'était des références que tu considérais importantes ou au contraire que tu critiques, quoi. Oui, alors pourquoi ça t'inquiète juste? Je voudrais savoir avant de répondre. Non, ça m'inquiète, ça m'inquiète intellectuellement. C'est pas, voilà, c'est parce que c'est quand même tout un mouvement que je pense qu'on a laissé tomber très fortement, alors qu'il posait des questions essentielles sur l'adaptation du patrimoine, sur le rapport entre pratique sociale et architecture et urbanisme, sur la question de l'urbain par rapport à la ville, qui essayait de formaliser des thèses comme celle du droit à la ville de Lefebvre, etc. Et c'est un mouvement qui était assez pragmatique et réaliste et qu'aujourd'hui est laissé totalement en friche et à l'abandon. Oui, alors bien sûr qu'on en parle. C'est une des grandes écoles de la morphologie urbaine, hein, avec les écoles allemandes, anglaises. C'est une école très très importante qui a eu, comme tu le dis très bien, qui a été très active dans les années 60, 70, 80, qui a beaucoup influencé d'ailleurs les Français par le biais des écoles d'architecture. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont des architectes qui ont développé cette école et comme architectes, les architectes sont des gens qui connaissent vraiment très très bien le système formel. Et donc, ils ont fait un travail très important sur l'architecture et à plusieurs échelles, justement. C'est pour ça que c'était aussi intéressant, puisqu'ils ont travaillé sur des villes comme Venise, par exemple. Alors, oui, tu as raison quand tu dis que c'est dommage qu'on les ait laissés un petit peu de côté, mais bon, je pense qu'ils ne sont pas tant du côté que ça, parce qu'ils ont fait des livres qui sont quand même assez connus.
Par contre, j'aurais effectivement une petite réserve. Ma réserve, c'est la suivante. Autant ce sont des gens qui ont des compétences sur l'analyse des formes, autant quand il s'agit d'essayer de comprendre les processus de fond, comme on essaie de faire avec Hélène Moiset, ils sont plus là parce que ils ont compris qu'il se passait quelque chose avec l'histoire. Donc en fait, ils mettent en parallèle l'évolution des villes et l'histoire des villes, mais ils ne font jamais le lien vraiment avec les processus qui amènent aux formes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a un gap, là, il y a une espèce de... Il manque quelque chose au niveau théorique. Mais je pense que au reste des travaux de référence très importants. Ce que je trouvais très intéressant, moi c'était mon école hein, au départ, et notamment sur l'école de la pluralité scientifique, c'est-à-dire qu'il tapait aussi bien sur la question, il s'associait avec les sociologues, enfin, ceux qui avaient envie de travailler évidemment sur le champ urbain et architectural, et puis ils étaient très associés avec les historiens et peut-être malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, avec les historiens de l'art. Ils avaient une capacité à intégrer dans l'analyse des formes, eh bien, le fait que ces formes étaient liées avec des pratiques et que même les formes pouvaient engendrer un certain type de pratiques en répondant précisément à des problèmes sociaux de développement, d'existence, alors la ville industrielle, la ville bourgeoise, la ville aristocratique. Quand tu vois les descriptions des hôtels aristocratiques par rapport aux hôtels bourgeois, toute la question du logement ouvrier, etc., moi je trouvais que c'était très intéressant de ce point de vue-là, comme le travail de Frey, par exemple, oui, Frey, oui. Où ils articulent constamment ce rapport entre pratique, forme urbaine et forme architecturale, et société. Enfin, moi, j'ai toujours... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions que nous. Donc, on s'est demandé pourquoi ils n'arrivaient pas aux mêmes conclusions que nous. Et la réponse qu'on a trouvée, c'est qu'en fait, comment dire, ils analysent les formes successives de la ville, ils les mettent en parallèle avec l'histoire générale, mais ils ne vont pas au-delà. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas, ils ne cherchent pas les liens, les processus plus élémentaires, plus fondamentaux entre justement l'histoire et les formes urbaines. Moi, il me semble qu'il me manque quelque chose. Oui, la notion de pensée, par exemple, n'est pas du tout. En fait, il se trouve que pour une autre raison, puisque j'étais en pleine rédaction, j'ai relu un article de Huette, puisqu'il y a une doctorante récemment qui a fait republier toute une série de ces articles de Bernard Huette, enfin même une jeune docteure, pardon, puisqu'elle a fait sa thèse dessus, et c'est la publication de sa thèse avec une sorte d'anthologie. Et il y a un moment où il pose cette question, et il reste justement sur le bord de cette question de la pensée, c'est-à-dire il dit il y a une forme, alors je n'ai pas la citation en tête parce que je ne l'avais pas prévue, j'ai juste enregistré, mais il dit ça, il dit il y a un moment, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'urbain qui assure la continuité, mais on n'arrive pas vraiment à le penser. Et c'est peut-être là, alors il faudrait que je retrouve la citation exacte, hein, mais en gros c'est peut-être là que ça se joue, c'est-à-dire que si on regarde les apports en fait de ce qu'on a pu appeler l'architecture urbaine ou la typomorphologie selon les préférences, en fait on pense depuis le social vers le spatial, mais c'est plus difficile de penser à l'inverse, c'est-à-dire que finalement cette impensée qui traverse la ville, comment les formes urbaines assurent une médiation entre les époques, c'est plus clair en fait dans les apports de Hélène et Anne-Sophie, de mon point de vue. C'est là où moi j'ai un peu un léger désaccord, parce que pour avoir travaillé avec Huette, tu sais, sur le logement social, ouais. Et avoir rédigé avec lui, il était très 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 sensible hein, à ces questions-là, et très très attentif. Simplement, il n'a pas beaucoup écrit à la fin de sa vie des choses un peu qui se tiennent. Il a fait des articles, quoi. Enfin, ce qui était important chez lui, et moi je tiens beaucoup mon point de vue scientifique à ce qu'il racontait, y compris avec. C'est le rôle, si tu veux, de la construction, de l'établissement, si tu veux, sur le social et pas l'inverse. Et c'est pour ça que les discussions qu'il y avait avec des gens comme Henri Raymond étaient passionnantes hein, quand il s'y mettait. C'était très très intéressant pour essayer de comprendre justement ces éléments de processus. Et je pense qu'ils n'étaient pas si loin. Ils n'étaient peut-être pas si loin, oui.
Mais en plus, là, c'est des publications récentes, enfin, c'est des anciens textes qui ont été. Ce qui est difficile, en fait, avec l'héritage des architectes comme Huet, c'est que c'est des gens qui ont eu une énorme influence, mais beaucoup orale. Et en fait, pour quelqu'un, par exemple, de ma génération, qui a eu, du coup, un enseignement hérité de l'influence de, par exemple, Bernard Huet, on peine à savoir quel a été exactement son héritage jusqu'à, du coup, la thèse de Juliette Pommier, puis il y en a d'autres en préparation. Il y a aussi une thèse de Nicole Capellari à la Sorbonne sur plutôt sur l'influence de l'école italienne sur l'enseignement de l'architecture. Donc, il reprend aussi un peu ces questions-là. Mais c'est vrai que ce qu'on disait, l'historiographie est très éclatée, c'est peu publié, peu traduit, difficile d'accès, etc. Et en fait, il y a aussi il y a certainement beaucoup de choses qui pensaient qui n'ont pas été formalisées ou compilées, en fait. Sous forme d'un livre, voilà. Et parce que c'est souvent des petites conférences, mais où ils ne développent pas complètement les concepts. On n'a pas la référence exacte à laquelle ils font. C'est le côté très informel, en fait, qui fait que c'est plus difficile après, en fait, de s'approprier ça, même quand on s'y intéresse. Moi, je rêve d'un projet de recherche qui ferait ce travail un peu de publication de l'historiographie de la morphologie dans le monde de l'architecture, mais vraiment, on ait accès au texte, quoi. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le monde de l'architecture, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais qui ont été publiées sous forme de ce qu'on appelle l'intelligence grise. C'est-à-dire ce sont la littérature grise, c'est des textes qui circulent sous le manteau, mais qui ne sont pas des vrais livres, qui ne sont pas vraiment publiés. Et là, je pense qu'on a perdu beaucoup de connaissances comme ça. C'est vraiment dommage parce qu'il y a eu pendant une vingtaine d'années énormément de travaux qui ont été faits dans les écoles. Ce qui est peut-être intéressant de regarder, c'est que ces gens-là, mais j'arrête parce qu'il y a Gilles qui est impatient, mais c'était juste une remarque, que ce soit des gens comme De Villers, comme Huet, comme même Henri Raymond, étaient plus des gens qui faisaient, et donc c'est au travers de leurs œuvres qu'on peut suivre plutôt qu'au travers de leurs écrits, parce qu'ils détestaient écrire, ça les gonflait. Moi, je me souviens par contre, c'était des discussions à n'en plus finir. Là, c'était franchement extrêmement passionnant. Enfin, moi, l'épisode dans le labo où tous ces gens-là, quand ils s'y mettaient, c'était voilà. Et c'est vrai qu'ils écrivaient très peu. Mais c'est toute la question de est-ce que les écoles d'architecture sont rattachées au système universitaire ou pas. Je crois que là où ils ont péché, où ils ont malheureusement pas eu de visibilité suffisante, c'est parce qu'ils étaient quand même assez éloignés du système universitaire et donc ils avaient, si, ils pouvaient en avoir avec, il y avait quand même de l'argent, mais en fait, il n'y avait pas cette nécessité, cette envie de publier et de devenir visible. Il fallait faire, c'est exactement ce que tu dis, Jean-Yves. Bon, on va peut-être passer la parole à Gilles, alors. Ouais. Mais il y a peut-être d'autres questions. N'hésitez pas si quelqu'un dans la salle virtuelle a des questions, à les matérialiser ou dans le chat ou directement en levant la main, n'hésitez pas. Donc, entre-temps, je vais poser une question. Donc, merci pour cet entretien qui nous change un peu des formats que l'on a habituellement, puisqu'on est plutôt sur du format un peu visuel, transparent. Ça permettait d'avoir une autre façon de présenter les choses. Merci pour tout ce travail, parce qu'effectivement, on voit effectivement tout ce travail sur la ville, mais on ne ressent pas, on va dire, dans ton exposé, tout ce travail de chercheur photographe que tu as pu mener dans ces années, particulièrement avec le fonds Condorcet ou ce genre de choses qui... Condorcet, Bibliothèque ENS, oui c'est ça, non je me plante, Diderot. Diderot, la bibliothèque Diderot. Je savais bien que j'avais un souci, désolé. Avec Condorcet. Ouais. Et donc, toute cette partie, on va dire, photographique et qui permet effectivement de documenter la ville. Pour ne rien vous cacher, on était exactement sur le même thématique avec un projet qui s'appelle Idénum il y a quelques minutes qu'on recevait, où il y avait cette idée d'utiliser la trace, de faire des traces urbaines par la photographie, mais aussi par aujourd'hui cette photographie qui peut arriver sur les réseaux sociaux. Alors, pour arriver à ma question, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des villes qui sont pensées. Donc, on a une personne qui construit un pont et qui met un carroyage, on va dire, de l'autre côté, en se disant, tiens, je vais amener les gens à construire d'une certaine façon. On s'aperçoit que cette ville est réalisée, mais elle est réalisée en partie parce que, quelque part, on va se construire autour d'imaginaires. Et en particulier, je pense à une gare d'eau, par exemple, à Givors, qui peut donner lieu, on va dire, à quelque chose qui ne sera jamais réalisé.
et qui amène aujourd'hui à avoir des choses qui peuvent être imaginées par des grands plans, mais qui quelque part, ne permettront pas, on va dire, d'arriver à une réalisation finale. On a aussi des choses qui sont pensées à partir de rien et qui donnent en fin de compte des villes fantômes ou des choses en plein milieu d'un désert. Et on s'aperçoit que ces villes qui peuvent ne pas marcher, par exemple, je pense en Chine, par exemple, où on se retrouve avec une ville qui n'est pas habitée, ou à une ville qui est à moitié faite parce qu'il y a eu un assèchement financier ou un turnover politique. Et je me demandais s'il fallait penser, alors c'est mes propos d'informaticien, s'il fallait penser la ville ou l'urbanisation ou la façon de construire la ville comme quelque chose qu'on pouvait voir comme un édifice, comme une cathédrale qui va se construire sur des centaines d'années, ou si on pouvait penser plutôt être dans la stratégie du grand bazar, c'est-à-dire avoir quelque chose qui se construit par petits morceaux et qui n'a pas forcément vocation à être pensé après coup comme une œuvre qui aurait été faite dans une globalité. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples. Hein. Prends Bruxelles, Paris, où on détruit tout pour construire des grands de la voirie. Donc un bâti guidé par la voirie, ça je le vois bien. Mais donc en parlant de la cathédrale et le bazar, je fais référence à une personne qui s'appelle Éric Raymond et qui développe, on va dire, toute une stratégie sur aujourd'hui le développement. Alors je fais une analogie parce que c'est du développement logiciel, où aujourd'hui avec ce logiciel libre, en fin de compte, on en arrive à ce que chacun développe son petit bout, et puis développe chacun de son côté, et puis on essaie de regrouper les choses, ainsi de suite. Et je me demandais si aujourd'hui, il n'y avait pas une analogie avec l'urbanisme tel qu'on le pense aujourd'hui, parce que quelque part, ou qu'on le pensait avant, parce que quelque part, on peut avoir cet imaginaire qui nous amène à une construction, mais qui n'est jamais réellement réalisé. Oui, mais tu as tout à fait raison. Ce que tu décris dans ton deuxième exemple, c'est ce qu'on a essayé de comprendre nous. C'est vraiment c'est la ville ordinaire, c'est-à-dire c'est la ville qui se construit moment après moment, élément après élément, et sans forcément une planification et sans surtout qu'il y ait un projet en amont. C'est une fois que c'est fait, qu'on se retourne et qu'on regarde et qu'on dit « Ah oui, tiens, ça ressemble à ça. Ah oui, tiens, c'est cohérent. » Mais en fait, personne ne l'a pensé en amont. C'est exactement ce que tu viens de décrire pour un autre domaine, quoi. J'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu dis par rapport à la photo, parce que tu as bien compris que la photo, pour moi, c'est quelque chose de très important, de très sensible et de très même émotionnel. Alors oui, je fais de la photo depuis toujours, et je fais de la photo… Oui, donc je fais de la photo en lien avec mon… Allô, voilà. Vous nous entendez plus là? Voilà, c'est bon, on t'a perdu quelques… Vous m'aviez perdu 1 minute, bon, c'est pas bien grave. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai toujours fait de la photo et j'ai toujours fait de la photo en lien avec mes thématiques de recherche. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup suivi les mutations urbaines, par exemple, de l'agglomération lyonnaise, mais pas uniquement de l'agglomération lyonnaise, parce que j'ai beaucoup photographié d'autres villes aussi. Mais effectivement, il y a un fond qui est très, très important et qui est un fond qui est à la fois un fond, comment dire, professionnel, hein, avec un regard professionnel, avec le besoin de montrer, de démontrer même, mais c'est aussi un fond sensible, c'est-à-dire que c'est aussi, je me suis aussi amusée à avoir une approche sensible de l'urbain, et dans cette approche sensible de l'urbain, eh ben, peut-être qu'on a effectivement la construction d'un imaginaire, mais ça, c'est pas moi qui peux le dire. Mais en tout cas, oui, bien sûr, il y a toutes ces photos, donc il faudra bien faire quelque chose un jour, parce que ce dont tu parlais, cette photothèque de la bibliothèque Diderot de Lyon, malheureusement, on n'a eu qu'un temps, on a fait un énorme travail d'inventaire, de mise en forme, etc. Elle a été visible pendant plusieurs années, pendant 3 ans, et puis, bon, pour X raisons, ça s'est arrêté pour des raisons financières, pour des raisons de désintérêt, je pense, de certaines personnes. Et voilà, donc c'est à refaire ou c'est à continuer, et il faut trouver effectivement un lieu d'accueil pour ces images, je pense. Oui, il y a vraiment cette idée du savoir. Je pense à Dériz, je pense aussi à Galaï. J'ai vu passer Xavier tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore connecté. C'est trouver les moyens de continuer à faire vivre ces fonds qui, quelque part, amènent une profondeur temporelle qu'on peut perdre. Je me rappelle, en fin de compte, de ces campagnes que tu faisais en sachant qu'un bâtiment risquait d'être détruit et de précipiter, on va dire, pour aller le photographier avant qu'il soit détruit. Oui, je donnerai l'exemple qui est un exemple qui me tient à cœur, qui est l'exemple du pisé de terre à Lyon.
Vous savez peut-être ou vous savez peut-être pas qu'une grande partie de la ville de Lyon est construite en pisé de terre crue. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et ce ne sont pas seulement des petites maisons, ce sont aussi des grands immeubles qui peuvent faire rez-de-chaussée plus 6 étages, 7 étages, enfin, c'est vraiment hallucinant. Ça s'est beaucoup fait au début du 19e siècle, par exemple, mais enfin, c'est une pratique et un savoir-faire très ancien. Et malheureusement, les maisons en terre sont actuellement démolies les unes après les autres, malgré tout ce qu'on a pu essayer d'écrire et de dire là-dessus. Et chaque fois que j'ai connaissance d'une maison, soit qui s'écroule, soit qui est détruite, effectivement, je me précipite parce que je sais qu'un jour, il n'y aura plus beaucoup d'exemples d'architecture de terre et c'est important de garder cette trace-là. Ou alors, c'est important aussi de convaincre les politiques qu'il faut peut-être faire encore quelque chose, que ce n'est pas trop tard et qu'il faut protéger tous ces grands immeubles gagnés en terre. Il faut protéger ces cœurs de villages autour de Lyon qui sont aussi en terre et qui sont actuellement éclatés. Alors justement, Xavier lève la main, donc on va lui passer la parole. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Je suis très heureux d'avoir réussi à trouver un peu de temps pour écouter cette conférence, ces échanges. Et malheureusement, j'ai été interrompu par un appel téléphonique urgent et donc j'ai raté une partie, je pense, non négligeable des échanges. Mais ce que j'en ai entendu, pour moi, merci beaucoup déjà pour ces propos très, très stimulants et qui correspondent en ce moment à une réflexion que j'ai dans la rédaction un peu laborieuse. Je fais en ce moment du projet scientifique et culturel de Gadagne, et notamment en tant que musée de ville. Justement, un repositionnement en tant que musée de ville plutôt que musée uniquement de l'histoire de la ville, en essayant de focaliser sur l'objet ville. Et en relisant des propos de gens de musées qui ont échangé il y a même presque une vingtaine d'années sur la problématique des musées de ville, qui se sont beaucoup développés ces 30 ou 40 dernières années. Une des questions principales, c'est la question des collections d'un musée de ville. Parce que quand on pense, là je me place du côté des institutions patrimoniales par rapport à ces problématiques d'évolution urbaine, les services d'archives ou les bibliothèques ont une vocation un petit peu d'exhaustivité, de silos, de greniers qui engrangent, au sens propre du terme, presque des fonds pour avoir des potentialités maximales de sources pour la recherche de demain. Dans le cas d'un musée comme Gadagne, musée de ville, la problématique est plutôt celle de la mise en scène, la représentation de la ville, la mise en scène du récit. Et donc, il y a une notion de sélection et de suivi d'attention justement à la ville, à ses évolutions. Et peut-être qu'une des plus grandes difficultés là-dedans, c'est la définition même de la ville. Et Anne-Sophie, quand vous avez justement insisté sur la difficulté de définir la ville, selon les disciplines d'où l'on parle, par exemple, je crois qu'en fait, il faut peut-être juste reconnaître l'impossibilité de définir la ville, ou la pluralité des définitions de la ville et d'urbain. Et finalement, pour moi, ville et urbain, ça ne se pose pas forcément, ça dépend quel sens on donne à chacun des mots, mais c'est vrai que c'est une discussion infinie. Je me rappelle avoir relu il y a quelques années l'introduction de Georges Duby à l'histoire de la France urbaine, Oui. donc, Très important. et qui conclut en fait à l'idée que la ville se définit d'abord par sa dimension politique et pas uniquement démographique ou géographique. Mais bon, c'est une approche comme une autre. Mais pour un musée, la question de savoir finalement quel genre de collections doivent rejoindre le musée en évolution, pour suivre les mutations de la ville, il y a cette grande question. Et je me rends compte que je n'arrive pas en fait à enfermer dans une définition, si je voulais rédiger un chapitre sur la politique d'acquisition d'un musée de ville qui s'intéresse à la ville et à ses évolutions, c'est aussi pratiquement impossible à définir de façon statique et fermée. Et du coup, peut-être qu'il faut juste, là je parle toujours de l'approche du musée, peut-être intégrer dans le fonctionnement du musée une dimension comment dire, scientifique, expérimentale et également de débat, c'est-à-dire peut-être adosser au fonctionnement du musée, plus qu'on ne le fait aujourd'hui, un espace de réflexion et d'échange, pas forcément dans la recherche de consensus, mais en tout cas laissé en suspens, puisque scientifiquement c'est un débat permanent, et que la ville elle-même est en évolution permanente.
et qu'elle-même, la ville étant aussi une sorte de métaphore du temps, ou pour le dire autrement, une manière où est en co-présence le passé, le présent et l'avenir. Finalement, c'est une sorte d'unité des trois temps, parce qu'en fait, on voit des chantiers de construction, on voit des choses anciennes, on devine le pisé derrière un dégrafage de crépi, donc on a sous les yeux un passé, mais qui est sous nos yeux. Voilà, donc finalement, c'est extrêmement complexe, mais c'est aussi le propre de la recherche et du musée de travailler la complexité. Et donc, du coup, moi, ce que je retiens, enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement cette difficulté à appréhender l'ordinaire qui passe par le décloisonnement, enfin, tout ce qui a été dit. Et du coup, pour le musée, de pouvoir intégrer dans son fonctionnement un dialogue avec la recherche qui permettent après de prendre des décisions concrètes aussi, de se dire, bah, tiens, est-ce que, par exemple, si on prend la question de la place de la photographie, quelle place pour la photographie dans le musée? Est-ce que c'est de la photographie qui suit pas à pas des évolutions dans des quartiers? Est-ce que c'est un regard artistique, où là c'est assez libre pour saisir des mutations avec un œil totalement comment dire, poétique, par exemple? Voilà, et du coup, je trouve que laisser planer ce côté, cette incertitude, ce doute, on pourrait dire, qui est propre, qui est le propre même de l'approche scientifique, voilà, je me rends compte que le musée n'a pas forcément vocation à arriver après la recherche et puis à cueillir un résultat d'une recherche, et peut-être d'organiser un dialogue un petit peu comme ce qui se passe au RISE, en fait, Oui. avec le principe de la résidence de chercheur, où finalement, c'est le dialogue en fait organisé de façon régulière qui permet d'avancer, en fait, et à certains moments, en fonction de l'état du débat, de prendre des décisions. Voilà. En tout cas, moi, ça a beaucoup résonné ce que j'ai entendu sur le. Excusez-moi, je suis un petit peu long dans mon petit monologue, là, mais sur cette interrogation et comment arriver, plutôt que de vouloir à tout prix rédiger des lignes définitives dans un projet, plutôt intégrer la dimension de la conversation dans le projet du musée. Oui, je pense que vous avez donné la solution, en fait. La solution, elle est effectivement dans un dialogue très étroit avec les chercheurs, avec la recherche, alors sous une forme ou sous une autre, peut-être comme au RISE, peut-être comme le fait aussi le musée de la Confluence. Vous savez que quand il y a eu ces grandes manifestations liées au PISé, justement à l'architecture de terre, il y a eu tout un travail qui a été fait par le musée, qui s'est associé à des chercheurs, entre autres Emmanuel Mille, pour mettre en place un inventaire participatif. Ça, c'était vraiment un très, très, très bel objet de recherche, quelque chose de très dynamique, justement. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes tenu quand même à un moment ou à un autre de montrer au public les choses. Et pour montrer au public les choses, c'est difficile de les montrer dans un dynamisme, dans un mouvement continuel. On est obligé à un moment de figer les choses pour les expliquer. Et c'est ça votre difficulté, c'est qu'à la fois, effectivement, il faut que vous soyez articulé de manière très, très intime avec les questionnements de la recherche, qui n'est jamais fini, qui n'a jamais de solution toute faite. Et en même temps, vous êtes tenu à la monstration. C'est un peu compliqué votre position, mais j'entends bien, je pense que vous avez les solutions là. Merci. Je peux rajouter juste une chose. Si vous êtes à la recherche d'une définition sur la différence entre ville et urbain, quand même, je fais un peu de pub, hein, mais en fait, comme je suis moi-même à la recherche de définitions pendant le doctorat, je peux témoigner du fait qu'il y a des définitions assez pratiques et à la fois assez complexes dans l'ouvrage. Donc, typiquement, sur ce genre de questions, on parlait de plusieurs niveaux de lecture possibles pour le livre. En fait, là, je viens de regarder une page 55 où il est question de cet enjeu-là, et où il y a quand même des définitions assez précises et en même temps assez ouvertes. Donc, on n'est pas complètement dans l'incertitude quand même. Il y a des choses qui sont posées. Après, j'imagine qu'elles seront toujours discutées scientifiquement, mais qui sont posées, quoi. Donc, voilà. Merci, je suis preneur. Et sinon, il y a des beaux textes de François Choé,
de Lefebvre sur la question de l'urbain, la différence entre urbain et ville. Tout à fait. Ils sont superbes. C'est vrai. Je vois aussi une résonance sur ce qui a été dit par Xavier et le travail d'Anne-Sophie, c'est ce qui est en train d'être fait sur l'industrie, et en particulier parce qu'il a fallu faire de la place pour construire, où les champs ont été remplacés, si on prend Villeurbanne, par de l'industrie, et aujourd'hui, à son tour, remplacés par autre chose. Et on peut se poser la question de patrimoine, au même titre qu'on se poserait des questions sur les pentes de la Croix-Rousse, sur ce patrimoine. Et je pense que c'est en résonance avec quelque chose qui est en train de monter, Xavier, si je ne me trompe pas. Il y a aussi, pour aller dans le même sens, sur le rôle des musées aussi, c'est des formes de documentation iconographique de l'évolution urbaine. Et je pense que en début de la recherche, ça pourrait être un beau défi que souvent les musées possèdent, surtout dans des choses qui, sur le plan esthétique ou sur le plan ne sont pas forcément très intéressantes, mais qui, sur le plan de la documentation, sont énormes. Je me souviens de musées sur les scènes des métiers sur les quais, par exemple. J'ai dû voir une fois à Gaden, mais je me souviens plus si c'était là, qui était pour qui s'intéresse à la ville, était d'un intérêt majeur, parce que là, on voyait la ville sous un angle, à une date, et c'est pratiquement inimaginable avec les traces qu'on a aujourd'hui, quoi. Et donc de pouvoir comme ça, par l'image, il y a tout un... Aujourd'hui, en tout cas, IMU, on voudrait essayer de développer ça, une connaissance qui se produit justement par l'image ou la disponibilité d'images sur un certain nombre de faits, phénomènes, et qui peuvent remplacer de l'observation en quelque sorte, ou qui peuvent faire office d'observation. Oui, et puis oui. Ont beaucoup d'intérêt pour nous. Ce que je voulais dire, c'est que l'aspect esthétique, il peut aussi évoluer. C'est-à-dire que ce qu'on trouvait pas très intéressant à un moment peut le devenir à un autre. Il y a actuellement une exposition fantastique des photos de Paris, à Paris, qui ont été faites dans les années fin 19e, début 20e, je crois, fin 19e. Ce sont des photos qui, à une époque, n'avaient peut-être pas tellement de valeur, alors qu'on reconnaît maintenant leur valeur esthétique, même si elles ont effectivement une valeur documentaire. On va bientôt devoir conclure, mais j'avais une dernière main levée, M. Henri Debray. Oui, bonjour. Effectivement, je vois que le temps a vraiment filé. Peut-être que, enfin, je sais que vous comptiez terminer à 18h15. Peut-être que je peux juste vous demander votre contact par mail, comme ça je peux poser la question par mail plus tard. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je pense que IMU vous le donnera, mais vous pouvez quand même poser votre question parce D'accord. On peut peut-être prolonger un petit peu. Si d'accord, très bien. Merci beaucoup. Oui, donc en fait, je suis en cours de doctorat à l'agence aérospatiale allemande et je travaille exactement en fait sur le même type de projet, enfin de concept, pardon, sur une sorte de graduation de l'intensité de planification, on peut dire comme ça. Oui. Et donc, le fait de travailler à l'étranger m'a peut-être un petit peu poussé à délaisser le cadre très strictement français pour m'intéresser aux morphologies urbaines à travers le monde. Et je me demandais, enfin, je sais que vous restreignez un petit peu votre travail à l'étude de ce que vous connaissez en tant qu'historienne, mais je me demandais si pour vous, votre concept, et donc ce concept voisin d'intensité de planification, est quelque chose qui peut être compris de manière plus universelle sur l'ensemble, à travers l'ensemble des cultures. Ou quels sont les obstacles ou les dangers? Vous parlez bien de morphologie urbaine? Oui. Je pense qu'il parle des lotissements, de la typologie des lotissements.
Oui, pardon. Oui, C'est ça? oui, c'est ça le type Oui. 1, type 2 et ainsi de D'accord, suite. d'accord. Donc oui, c'est la Oui, typologie pardon. du lotissement. Oui, nous, ce qu'on pense, enfin, c'est que cette typologie, elle est applicable partout maintenant. Elle est vraiment, c'est un outil qui peut permettre de comprendre l'urbanisation partout, partout dans le monde. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre. C'est assez efficace. Essayez de prendre cette typologie et de l'appliquer. Mais le problème, si vous voulez, pour appliquer cette typologie, vous ne pouvez pas vous contenter de regarder les formes, enfin, au bout du compte, voilà, à quoi ça ressemble maintenant. Vous êtes obligé de rentrer dans la fabrication historique de lotissement pour savoir dans quel type il faut le passer. Mais à cette condition, si vous faites ça, ce qui est un gros travail, bien sûr, là, vous verrez que c'est opérationnel pour tout, pratiquement. D'accord. Pardon, pour être honnête, je suis plutôt à la fin de ce travail. On a proposé une typologie nous-mêmes qui va du rural enfin, qui couvre le rural et l'urbain. Ah, oui. Mais voilà, c'est une approche beaucoup moins rigoureuse du point de vue historique parce qu'on s'intéresse principalement à l'analyse d'images satellites. Donc, Voilà. mais Voilà, d'accord, je comprends mieux. mais par derrière, il y a bien sûr des supports. D'ailleurs, j'ai pas forcément vu notamment dans votre ouvrage, mais Spiro Kostov, bon, bien sûr Kanzen. Et donc c'était Kanzen qui disait lui-même qu'on ne peut pas interpréter l'histoire d'une ville simplement par la morphologie qu'elle fait apparaître à un instant T. Je suis tout à fait Et d'accord. oui, sur ça, je vous rejoins tout à fait. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, si vous travaillez à partir de photos satellites, ça veut dire que vous travaillez à partir du résultat morphologique. Hein. C'est comme quand on travaille à partir de plans. On travaille à partir de résultats morphologiques. Mais les résultats morphologiques ne vous donnent pas des éléments de processus. Et pour trouver les éléments de processus en action, en amont, il faut les chercher. Et ça, c'est plus compliqué. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais très volontiers, vous pouvez prendre contact avec moi et on continuera cette discussion de manière plus détaillée. J'ai mis la référence, votre référence LinkedIn avec une publication de. Ah oui, merci. Merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à tous. Merci.